ni vision, il ne peut y avoir de cohérence sur le long terme. Et cette stratégie et cette vision, en fait, elle vient se traduire dans la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est vraiment la traduction de cette vision-là, du discours et des ambitions d'une entité, quelle qu'elle soit, dans sa communication. La ligne éditoriale, ça représente l'ensemble des choix et des décisions que fait un comité de rédaction. Donc, on verra ensemble, mais ça va se baser sur les messages, sur la forme des messages, le fond et la forme, et ensuite comment on s'organise pour le diffuser. Là, à côté, une photo, par exemple, d'une réunion avec VetFamily, un partenaire de Pilotine, au cours de laquelle, en fait, toutes les parties prenantes du projet et de l'entreprise dans sa communication échangeaient sur qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte, qu'est-ce qui va intéresser notre audience, qui s'occupe de le raconter aussi. Ça, c'est un sujet très important. Je vais essayer de vous partager l'expérience de mes clients aujourd'hui pour essayer de remettre ça dans un contexte opérationnel et réel surtout. Alors, la ligne éditoriale, c'est toute cette réflexion. C'est ce que je viens d'introduire. La charte éditoriale, c'est le document qui va synthétiser toute cette réflexion de la ligne éditoriale. Parce que la ligne éditoriale, c'est assez abstrait en fait quand on y réfléchit. On dit la ligne éditoriale de tel journal, c'est ça. La ligne éditoriale de tel journal est orientée de cette manière. Donc c'est plus une question d'orientation. La charte éditoriale, ça vient vraiment synthétiser et on vient vraiment écrire noir sur blanc quels sont les guidelines. En fait, on définit le périmètre de la ligne éditoriale sous forme de document. Alors, avant d'envisager de rédiger une charte éditoriale, il y a vraiment, par contre, la grande triptyque du marketing qu'il va falloir respecter, hein, celle des objectifs, de là ou des cibles et du positionnement. Il faut, sans différence de projet, il va toujours falloir se poser ces questions-là. Objectif, cible, positionnement. Si on ne se pose pas ces trois questions, on risque de prendre la mauvaise direction. Donc, posez-vous bien la question, quels sont mes objectifs de communication? Quelles sont mes différentes audiences à qui je souhaite m'adresser et qui m'écoute, ce qui n'est pas toujours la même chose. Et ensuite, quel est mon positionnement? Donc, quelle est ma différence claire et durable par rapport à la concurrence? Ce positionnement, c'est très, très, très important de bien y réfléchir et de le formuler sous une phrase simple. Hein. Pourquoi je dis qu'il faut qu'il soit clair parce que à la première lecture de votre communication, il faut qu'on comprenne qui vous êtes et ce que vous souhaitez exprimer en votre nom en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entreprise. Tout dépend dans quel contexte vous communiquez, mais également durable. Pourquoi? Parce que le positionnement, si vous décidez de faire un pivot, ça peut vite être compliqué de conserver votre audience. Typiquement, vous avez un positionnement qui est plus basé sur l'éthique. Ça va être compliqué de l'abandonner en cours de route si derrière, vous avez solidarisé une audience qui est sensible à l'éthique. Donc, c'est très important d'essayer de se poser cette question. Quel est mon positionnement clair et durable face à ma concurrence, donc dans un contexte concurrentiel? Une fois qu'on a ces trois grandes composantes, on peut commencer à réfléchir à ce qu'on va raconter et à essayer de synthétiser cette charte éditoriale. Se positionner, c'est faire des choix. Là, typiquement, alors je vous ai pris un sujet bien polémique et j'ai fait exprès, j'ai pas réussi à trouver plus polémique. Greta Thunberg, par exemple. Greta Thunberg, l'information la concernant est traitée ici de trois manières complètement différentes. Monsieur Mondialisation est un journal ou une page d'actualité très, très engagée, donc va défendre le discours de Greta Thunberg. Le Monde, au contraire, va prendre un petit peu de recul et va se positionner en tant que témoin, tandis que Valeurs Actuelles, au contraire, va attaquer et va s'attaquer aux propos et à l'image de Greta Thunberg. Donc, en dehors de toute polémique, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, une même information, un même contenu, va être traité de manière très différente. Et c'est en ça qu'on entend parler d'une ligne éditoriale, en tout cas ici dans l'actualité et dans l'information, mais c'est un modèle qui va se retrouver sur tous les types de secteurs. Pourquoi? Parce que tous, autant qu'on est ici présent là dans ce webinaire, on évolue tous sur des secteurs différents. Mais c'est rare qu'on soit tout seul sur son secteur, à part si on est sur un secteur de niche. Mais encore là, même là, on est rarement tout seul, quoi. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on traite l'information, la même parfois, que ses concurrents? Dans quoi est-ce que ça va se retrouver? Aujourd'hui, avec cette méthodologie, on va voir comment il est possible de se différencier
ou en tout cas d'avoir un discours personnel, singulier, tout en essayant de le faire résonner aux oreilles de vos audiences. Alors, quelques exemples. Les laboratoires Lodavi, c'est un client historique de chez Pilotine. On a travaillé pendant 3 ans sur toute la stratégie digitale. C'est un vrai bonheur de travailler avec cette marque-là. Alors, les laboratoires Lodavi, leur positionnement de communication, c'est les solutions contre les petits tracas du quotidien de la vie parentale. En fait, les laboratoires Lodavi, ils fabriquent et distribuent des produits à base de plantes contre les troubles bénins de la petite enfance, donc de la phytothérapie à destination des enfants en bas âge ou des mamans, donc pour faciliter l'allaitement, faciliter le sommeil ou la digestion. Alors, à la base, c'est quand même un produit, mais via leur communication, ils ont adopté un positionnement, c'est celui d'aider les parents, les parents dans ces petits tracas. Et ce positionnement va se retrouver dans l'intégralité des contenus qui vont être conçus et distribués par la marque Calmosine des laboratoires Lodavi. Alors, ce contenu, il va se retrouver sur 3 leviers. Le site web d'abord. Donc, on a un site web avec un espace blog, avec des articles assez techniques, rédigés par souvent des professionnels de la petite enfance, des spécialistes, des spécialistes de l'allaitement, du sommeil, etc. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de se différencier de la concurrence qui est très dans le lifestyle, grâce à des contenus qui vont vraiment apporter une vraie valeur ajoutée à l'audience, aux lecteurs et aux visiteurs du site web, par des contenus qui certes vont être un peu plus denses que la moyenne, mais est assez technique, où il y a une vraie valeur dans l'information, où l'objectif est vraiment d'aider, d'apporter une vraie information aux parents pour régler des problèmes. Alors, derrière ce contenu technique, il va être ensuite diffusé sur différents supports. Donc là, on va avoir Facebook et Instagram. Donc Facebook, on va plus facilement diffuser des articles de blog parce qu'on va pouvoir publier des liens. Sur Instagram, on ne pourra pas forcément publier des liens, mais on va essayer de développer l'image et la notoriété de marque par des contenus qui viennent répondre à des questions des parents, mais souvent un petit peu plus ludiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sur Facebook ou Instagram, on attend des contenus parfois un petit peu plus ludiques que sur un blog où généralement on est dans une phase de questionnement et de recherche de réponses. Donc la forme change, mais toutefois on conserve toujours et on respecte toujours ce positionnement qui est celui d'apporter des solutions aux parents contre les tracas du quotidien de la vie parentale. Ensuite, Livestar, qui est un autre client, donc ancien client de chez Pilotine, avec eux, on a travaillé pendant 3 mois justement sur ce concept de ligne éditoriale. Et l'objectif, c'était de repositionner la ligne éditoriale de Livestar, qui avait tendance à partir dans tous les sens, avec beaucoup de propos différents. Livestar étant l'Institut français de recherche sur le transport et l'aménagement du territoire, même si ça ne correspond pas exactement à l'acronyme. Livestar est un institut au service de la recherche pour l'innovation du secteur de la mobilité et de l'aménagement du territoire. Donc là, on n'est pas du tout sur le même positionnement que les laboratoires Lodavi qu'on vient de voir. On est vraiment sur l'expertise, sur l'innovation, sur la recherche. Livestar emploie 1200 agents chercheurs sur les thématiques de l'innovation, de la mobilité et de l'aménagement du territoire. Et il y a énormément de choses qui se créent au sein de cette structure-là. Et qui sont les audiences? Ça va être des audiences de chercheurs, ça va être des audiences d'un que ça soit des scientifiques, etc. Mais il va également y avoir d'autres acteurs que vont être le privé, les entreprises et le grand public. Pourquoi? Parce que lorsque Livestar conseille le ministère de l'écologie et du développement durable sur, par exemple, la législation relative aux trottinettes électriques, là, ça va vraiment impacter le quotidien de tout le monde et de tous les individus. Donc, on a redéfini ensemble ce positionnement. On a élaboré pour savoir ce qu'on allait raconter, comment on allait s'organiser pour raconter ça. Et dans cette organisation, on a sélectionné 3 leviers, Twitter, LinkedIn et Facebook. Twitter pour s'adresser au public, au monde de la recherche et de l'innovation. LinkedIn pour s'adresser au monde de l'entreprise et Facebook pour s'adresser au grand public. Et là, à chaque fois, l'information, le fond était le même, mais pas la forme. C'est-à-dire que lorsqu'on allait parler de la trottinette électrique et de l'impact que ça pouvait avoir sur la mobilité
ou sur le développement durable. On ne le présentait pas de la même manière sur Twitter, où par exemple on allait publier des études, etc., que sur Facebook, où là on allait faire des sondages pour essayer de comprendre l'usage justement des particuliers et du grand public et essayer d'échanger avec eux et de les informer, de les sensibiliser sur cette thématique-là. Donc, on a vraiment le même contenu à la base, mais la forme va vraiment changer selon l'audience et selon le support sur lequel on va le diffuser. Pilotine, parce qu'on parle beaucoup, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux via les différents supports de communication qu'on va exploiter. Pilotine, nous, notre positionnement de communication, c'est ICO, vos projets digitaux. Alors oui, c'est une baseline, mais cette baseline, elle nous représente. C'est le choix qu'on a fait. Alors bien entendu, vous retrouverez le vocabulaire de la marine, notre positionnement dans le digital. On comprend à demi-mot qu'on travaille sur les thématiques du numérique, web marketing, pourquoi pas site web et applications. Et ensuite, moi, par exemple, on voit sur mon profil LinkedIn que j'annonce ma ligne éditoriale et les thématiques que je vais traiter. Donc, web marketing, réseaux sociaux, site web, SEO, SEA et moustache. Voilà, quand il m'arrive de donner des tips sur sur comment entretenir sa moustache. Alors, Pilotine, alors j'ai omis le site web, ce qui est plutôt une erreur, j'aurais pu en parler. On a un site web où justement on va être plutôt plus technique, où on va vraiment développer nos propos. Par exemple, où je vais point par point et développer point par point l'étape de la création de la ligne éditoriale. Et sur les réseaux sociaux, on va essayer de résumer. Donc, on va avoir LinkedIn où on va essayer de s'adresser à différents personas. Ces personas, ça va être soit les apprenants qui passent dans nos formations. Donc, ces apprenants, ça peut être vous, ça peut être tout type de professionnel qui souhaite consolider ses compétences en marketing et en web marketing. Ça peut être mes étudiants, mais ça peut être aussi nos prospects. Donc, nos prospects, c'est tous les décisionnaires marketing qui auraient besoin d'un. Donc, ça va être tout notre sur même si on va aborder les mêmes thématiques, un peu plus fun. Là, on est en train de traduire notre position. On est en train d'essayer. Et pourquoi d'essayer? C'est parce que demain, par exemple, on va faire une réunion avec l'équipe, avec les collègues, pour essayer de savoir comment reprendre en main ce média-là sur lequel on a plus de mal de communiquer en tant qu'entreprise. On le fait très bien de manière personnelle, mais on a plus de mal en tant qu'entreprise. Donc, la ligne éditoriale, c'est, tel que je l'ai défini là, c'est un mélange de personnalité et de propos, d'expertise, de thématiques. La question qu'il faut se poser, encore une fois, c'est quelle est ma différence claire et durable par rapport à la concurrence? Alors, cette différence claire et durable, on va la retrouver dans la ligne éditoriale, dans une méthodologie en 4 étapes que je vais vous présenter. Alors, cette méthodologie, je l'ai vraiment synthétisée après quelques années de prestations dans mes expériences précédentes et piloting qui m'ont permis en fait de détecter des modèles et notamment la méthodologie que je vais vous présenter, c'est une méthodologie que je mets à chaque fois à contribution lors d'un projet avec un client. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est très simple à comprendre et en fait, ça permet de faciliter vraiment les échanges. Donc, lorsqu'on va s'asseoir autour d'une table, on va faire une réunion de co-conception, comme on appelle ça. Donc, on va tous réfléchir ensemble et je vais leur présenter les schémas que je vais vous montrer juste après parce que c'est assez facile d'échanger sur ces schémas-là. Alors, à prévoir avant de commencer, de la matière grise, il va falloir réfléchir. N'hésitez pas à inclure tout ce que vous souhaitez inclure dans la réflexion. Beaucoup de post-it. Nous, on marche beaucoup à partir de post-it. Pourquoi? Parce que ça permet de bien structurer ses idées et ses groupes d'idées. Et ensuite, un rapporteur, c'est très important. Quelqu'un qui puisse vraiment suivre et rapporter les échanges au cours de la réunion. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, beaucoup d'accords et de désaccords. C'est important quand même de noter tout ça pour arriver à synthétiser derrière ça sous forme de ligne éditoriale. Alors, une ligne éditoriale, ou plutôt une charte éditoriale, sa représentation sous forme de document,
Elle est assez simple à se représenter. C'est 4 grandes questions. La première question qu'il faut se poser, c'est, et je la répète et je vais vous la répéter tout le temps, quelle est ma différence claire et durable par rapport à ma concurrence? Une fois que je suis d'accord et qu'on est tous d'accord pour savoir quelle est cette différence, on va se dire, mais de quoi je vais parler? Quel sujet je vais aborder? Quelle thématique adopter? Est-ce que ce sont des thématiques similaires à celles de mes concurrents? Est-ce qu'au contraire, je vais essayer d'innover? Est-ce qu'après un benchmark, je me rends compte que cette thématique, elle marche pas du tout, mais au contraire que celle-ci marche très bien, je m'y attendais pas? Donc, on peut commencer à lister de quoi je vais parler. Ensuite, la charte graphique, comment je vais illustrer mon discours? Donc, sous quelle forme? Est-ce qu'il y a des formats spécifiques? Est-ce que donc on va se poser les questions ensuite, vraiment sur des détails et comment on va représenter ça sur chacun des supports qu'on va adopter. Et ensuite, l'organisation, très important parce que c'est très bien d'essayer de communiquer, mais derrière, si on n'est pas structuré, bah, ça va être compliqué de mettre en œuvre cette ligne éditoriale. Donc, il faut définir les rôles, comment m'organiser pour diffuser et respecter ma ligne éditoriale sur la durée. Alors, un petit exemple pour les réseaux sociaux. Donc, le comment je vais m'adresser à mon audience, en fait, on va essayer de lister d'abord les valeurs. Quelles sont mes valeurs? Ce que je vous recommande dans les valeurs, c'est d'essayer de ne pas forcément adopter celles de tout le monde. Il y a un comportement que j'ai vraiment tendance à repérer sur un site web, sur tous les sites web, on retrouve les valeurs dans les qui sommes-nous. Bah, en fait, malheureusement, on se rend compte que tout le monde a les mêmes valeurs, alors que c'est pas vrai. Chaque groupe d'individus, chaque entité, chaque entreprise a ses propres valeurs. C'est pas facile, bien entendu, d'extraire ces valeurs d'une entreprise, mais ça vaut vraiment le coup d'en parler pendant un petit moment, d'y réfléchir, de les maturer, d'y revenir, de les corriger, de les faire valider, pour essayer d'en avoir qui se distinguent. Peut-être qu'ils vous représentent vraiment vous. Parce que derrière, si votre ligne éditoriale ne représente pas bien votre entité ou ne vous représente pas vous, vous ne serez pas libre dans votre communication et vous aurez vraiment du mal à vous exprimer. Ensuite, définir, très très important, définir des messages de communication. Un message de communication, ça peut être nous sommes les meilleurs dans la fabrication de ce produit. Nous apportons un service différent de ce qui existe déjà actuellement. Nous avons envie de partager avec vous nos connaissances. Grâce à vous, en parlant de votre audience par exemple, nous allons développer la notoriété de ce sujet-là. Vos messages de communication, il faut les rédiger. C'est très important. Pourquoi? Parce que derrière, ça va vous permettre de prendre des directions, des axes de communication. Par exemple, chez Pilotine, ça pourrait être un message de communication. Ça serait nous souhaitons apporter notre aide et nos compétences à tous les moussaillons du web. Ça pourrait être aussi nous sommes experts en création de sites web WordPress. Parce que c'est notre positionnement, on a sélectionné, on a choisi d'évoluer uniquement sur WordPress parce que c'est là qu'on est le meilleur et qu'on est convaincu que cette technologie est excellente. D'ailleurs, ce sont des messages de communication, ce que je viens de vous dire. Ça pourrait être également un message de communication, c'est nous faisons très attention à respecter et à créer la meilleure ambiance possible au sein de notre équipe. Un autre message de communication, ça peut être nous sommes passionnés par notre métier. Ce qui est vérifiable derrière, heureusement. Voilà, commencez par poser ces messages. Derrière, ça va être tout à fait naturel. Tout le reste va arriver de manière tout à fait naturelle. Le ton, c'est quelque chose d'assez abstrait. Mais alors, si vous voulez essayer de vous le représenter, c'est est-ce qu'on part vers l'humour? Et dans ce cas-là, il faut faire assez attention parce que bon, l'humour, bah, faut vraiment avoir une plume. Honnêtement, il faut vraiment avoir une plume pour réussir une éditoriale basée sur l'humour. Ou alors, dans ce cas-là, partir sur l'humour consensuel. Le problème de l'humour consensuel, c'est que ça fait pas beaucoup réagir. Donc, faut faire attention assez à ça. Mais au contraire, est-ce que j'adopte un ton plutôt sérieux, austère, parce que bah, c'est comme mon audience sera plus réceptive à ce ton-là. Je pense notamment, par exemple, à Forbes, au célèbre magazine Forbes, ou au contraire à Combini, qui sont deux médias d'information entre guillemets et d'actualité, mais qui ne vont pas traiter l'information sur le même ton. Le tutoiement et le vouvoiement, alors ça honnêtement, c'est comme vous le sentez. Bien entendu que c'est en fonction aussi du secteur, de la réponse de votre audience. Peut-être qu'il y a certaines audiences qui accepteront moins d'être tutoyées.
C'est aussi en fonction de votre personnalité, il faut être assez naturel. Par exemple, chez Pilotine, on tutoie très facilement, mais après, il n'y a pas vraiment de règles, hein, c'est nous qui le faisons assez naturellement. Faut que ça aille derrière avec votre personnalité, le ton que vous avez choisi, vos valeurs et votre audience. Ensuite, est-ce qu'il y a un lexique particulier? Ça, c'est important, parce que dans certains métiers, certains secteurs et certaines audiences vont atteindre un certain lexique. Je vous donne un exemple dans mon métier. Alors, c'est plus facile pour moi de prendre cet exemple-là parce que je suis dans le jus, mais je vais essayer d'en trouver d'autres derrière. Je sais que je vais utiliser le mot-clé réseaux sociaux pour tous ceux qui ne sont pas des experts en réseaux sociaux. Pour les experts en réseaux sociaux, je vais utiliser le terme social media. Voilà, moi, mon but, c'est pas forcément de m'adresser aux experts en réseaux sociaux parce que ils n'ont pas forcément besoin de mes compétences. Alors, je vais m'adresser à eux quand je vais leur poser des questions parce que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, etc., pour apprendre et pour faire ma veille. Mais c'est vrai que si je m'adresse à des apprenants, je vais utiliser plutôt le terme réseaux sociaux. Alors ça se trouve dans tous les métiers. Par exemple, pour les laboratoires Le David dont on parlait tout à l'heure, il y a une très grosse contrainte. Vous avez vu, à aucun moment, j'ai utilisé le mot médicament. Pourquoi? Parce que c'est interdit, c'est de la phytothérapie, c'est pas considéré comme la médecine. Donc on parle de produits à base de plantes contre les troubles. On va pas parler de médicaments, c'est interdit et on pourrait prendre des procès. Mais après, à vous de voir si vous avez des contraintes sur vos secteurs, dans votre métier, etc. Les hashtags, ça peut être à ce moment-là ou au niveau des contenus qu'on commence à les décider, mais c'est vrai que certaines marques décident de créer des hashtags à leur effigie. Par exemple, le hashtag Just Do It de Nike, ça peut être des hashtags événementiels. Par exemple, à Lyon, il y a le Blend Web Mix, qui est le plus gros événement du digital à Lyon chaque année. Chaque année, ils font un nouveau hashtag, le Blend 2020, par exemple. À vous de voir si vous décidez de créer vos propres hashtags. Pour les laboratoires dans l'Odavi, par exemple, on avait créé le hashtag apaisé au naturel. Ensuite, les emojis. Alors, les emojis, j'ai tendance à les faire figurer dans la charte édito, tout simplement parce que ça peut parfois générer des inquiétudes auprès de mes clients, l'utilisation d'emojis. Alors, je suis tout à fait d'accord, la surutilisation d'emojis, ça peut vite être indigeste, mais en fait, il ne faut pas oublier que l'emoji, c'est aussi un outil. Déjà parce que c'est un usage sur le web, tout le monde les utilise, donc c'est tout à fait normal lorsqu'on s'exprime d'utiliser des emojis. Mais en plus de ça, c'est un petit élément graphique qui vient soutenir le message que vous distribuez. Donc, par exemple, s'il y a une actu chaude, vous pouvez mettre des flammes. S'il y a un événement ou un save the date, comme on dit, vous pouvez mettre un petit calendrier. Si vous parlez de développement durable, vous pouvez mettre un petit arbre. Ou si vous parlez, je sais pas, d'énergie, vous pouvez mettre un éclair pour symboliser l'électricité. Quand vous parlez de transport, vous pouvez mettre des emojis de transport. Le tout est que l'emoji concerne vraiment le propos. N'hésitez pas à mettre des clins d'œil, des choses comme ça si vous le souhaitez. Ça, encore une fois, c'est une question de personnalité. Hein. Moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner là-dessus. Mais en soi, les emojis ont vraiment du sens dans votre communication. Et en plus, sur certains réseaux sociaux et sur certains autres supports, ça permet de structurer son message, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Et ensuite, différentes contraintes, à vous de les noter si jamais il y en a. Donc, une fois que vous avez défini déjà la manière dont vous allez vous adresser à votre audience, vous allez essayer de définir ce que vous allez raconter. Alors, on commence à lister les thématiques de contenu. Et ça, lister les thématiques de contenu, ça va vous éviter le syndrome de la page blanche. Ça, je peux vous le garantir. Donc, commencez déjà à rédiger peut-être entre 5 et 10 thématiques. C'est déjà bien. Bon, alors, si vous en avez moins, vous en avez moins. Mais 5 et 10 thématiques, c'est pas si compliqué que ça à trouver dans chaque métier. Et au contraire, ces 10 thématiques, derrière, vous allez les décliner sous forme de sujets. Ensuite, ces thématiques, je vais les diffuser où? Quel support de diffusion? Ça, c'est très important de le savoir parce que ça va derrière impliquer des formats spécifiques, peut-être une communication spécifique, des horaires de publication spécifiques, des audiences spécifiques. Donc ça va être très important de l'inscrire noir sur blanc également. Est-ce qu'il y a des champs lexicaux spécifiques à respecter? Je pense aussi, par exemple, pour les sites web. Est-ce qu'il y a si on veut faire du référencement naturel, il va falloir spécifier les champs lexicaux sur lesquels on souhaite se positionner pour développer le référencement naturel de son site. Sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des champs lexicaux spécifiques à des spécialisations. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur le café haut de gamme avec un ami qui est micro-torréfacteur. Là, pour le coup, il y a un vrai champ lexical très spécifique. Donc, dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de le rédiger ou de les indiquer. Ensuite, est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des thématiques qu'il faut absolument pas aborder?
Je pense notamment avec une structure, j'accompagnais une structure il y a quelques années spécialisée dans la mise en œuvre de projets européens de développement durable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et alors à l'époque, j'étais intervenu auprès de cette structure pour justement restructurer leur ligne éditoriale. Et en fait, ils m'ont dit attention, surtout, on ne parle pas de Nicolas Hulot, parce qu'à l'époque, il était encore ministre de l'écologie, il déchaînait les passions. Donc, il ne fallait pas mentionner le nom de Nicolas Hulot, justement pour ne pas déchaîner les passions sur les réseaux sociaux. Ça, c'était une contrainte qu'il fallait suivre. Et ensuite, vous avez noté, pour vous inspirer, pages, influenceurs, groupes ou médias à suivre qui vous permettront de savoir, peut-être de vous inspirer, de savoir de quoi parler, de vous inspirer de nouveaux formats de contenu, de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, peut-être de repartager ou peut-être de recréer ou de copier, mais en mieux, ou alors de ne pas faire ce que vous trouvez qui ne fonctionne pas. Ensuite, une fois que vous avez la manière dont vous adressez à votre audience, de quoi vous allez parler, comment vous allez illustrer votre discours. Alors ça, c'est pas simple. Il faut parfois s'accompagner, ou d'ailleurs souvent, voire tout le temps, je vous le recommande, bien entendu, d'un ou d'une directrice artistique, d'un regard d'un graphiste, d'un web designer, pour savoir si on utilise des photos, des illustrations. Les photos, est-ce qu'on les prend? Est-ce qu'on fait un shooting? Est-ce qu'on pioche plutôt dans une banque d'images parce qu'on n'a pas de shooting, on n'a pas réalisé de shooting? Alors les banques d'images, bien entendu, faut les éviter un maximum. Mais parce que quelqu'un les a peut-être déjà utilisés avant vous, ou alors souvent c'est pas forcément des visuels de très bonne qualité avec peu de personnalité, mais parfois on est obligé. Hein. Parfois on est obligé parce qu'on n'a pas forcément de contenu et un shooting, bah ça peut coûter un certain budget. Et ensuite l'illustration, d'accord, mais il faut toujours avoir un graphiste avec qui travailler, qui soit assez réactif si derrière on doit créer du contenu. Donc il y a toutes ces contraintes qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'on réalise des maquettes? Oui, je vous le recommande. Pour quel support? Est-ce que c'est des maquettes pour un site web? Est-ce que c'est des maquettes pour des réseaux sociaux? Dans ce cas-là, est-ce qu'on fait des maquettes pour chaque type de contenu? Est-ce que les différents éléments de maquette, vous voulez les réutiliser derrière, ou alors c'est le graphiste qui s'en occupe, qui va les exploiter? Donc ça, au moins, ça vous permet de faire des choix. Et ensuite, est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il faut utiliser un logo? Est-ce qu'il faut utiliser une palette de couleurs? Est-ce qu'il faut utiliser une typographie? Est-ce que y a certains types de photos que vous ne voulez absolument pas? Tout ça, c'est des contraintes à inscrire dans la charte graphique, à mettre en relation avec la ligne éditoriale. Et ensuite, l'organisation, enfin, rythme et date de publication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le blog, si vous rédigez des articles de blog, par exemple. La récurrence, alors la récurrence extrêmement importante dans une ligne éditoriale. C'est comme ça qu'on vous identifie. En fait, la récurrence, c'est ce qui va faire votre ligne éditoriale. C'est le nombre de fois que vous allez aborder un sujet dans la semaine, dans le mois, et surtout, il faut que ça soit facilement identifié. Il faut que lorsqu'on vienne consulter le support sur lequel vous communiquez, qu'on comprenne très rapidement quelles sont les thématiques récurrentes que vous abordez. Et c'est comme ça que l'audience va se solidariser et peut-être s'abonner, ou que vous allez la fidéliser. Sans récurrence, il n'y a pas de ligne éditoriale. Parce qu'il n'y a pas de thématique récurrente, il n'y a pas de fil rouge dans la charte graphique, et peut-être pas dans votre positionnement non plus. Et enfin, les rôles, pensez vraiment bien à les spécifier dans la charte éditoriale. Alors, les rôles, c'est qui crée le contenu, qui le valide, une fois qu'il est créé le contenu, qui le publie, qui rédige les publications si c'est sur les réseaux sociaux, qui va répondre aux commentaires si c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un community manager dédié? Est-ce que c'est un chargé de communication qui aura des missions plus variées? Est-ce que c'est un entrepreneur qui est seul dans sa structure? Et dans ce cas-là, bon, la question des rôles, elle va être un petit peu plus vite réglée. Ça, c'est très important de le faire. Pourquoi? Parce que sinon, derrière, chacune des parties prenantes aura du mal à savoir où se positionner. Et derrière, la charte éditoriale, même si elle peut évoluer, et bien entendu, ça ne reste pas forcément figé. Hein. Ça, c'est des choses qui peuvent évoluer, on peut revenir dessus, on peut modifier certains choix. Ok, par exemple, Pilotine, avant, on travaillait beaucoup sur l'illustration. Aujourd'hui, on est exclusivement sur la photo. Pourquoi? Parce qu'on prend souvent des photos, c'est plus facile, nous, en termes de process, c'est plus fluide et on a plus d'agilité en publiant de la photo. Et en plus, comme une de nos valeurs, c'est l'humain, justement, le partage, la proximité, le contact, pour nous, c'était évident qu'il fallait mieux communiquer par photo. Mais même si ça peut évoluer, cette ligne éditoriale, il faut quand même pouvoir
la charte éditoriale, la communiquer à un nouvel entrant dans l'entreprise. Imaginez qu'un jour, il y a un turnover et que la personne en charge de la communication lègue en fait la communication à une nouvelle personne. C'est important que les rôles soient clairement définis. Et ça peut aussi jouer, ça peut être un facteur d'échec comme de succès, cette charte édito, dans la vie et dans la communication d'une entité. Au bout de cette ligne éditoriale, en bout de course, une fois qu'on a rédigé la charte éditoriale, le document, etc., on est en mesure de créer un prototype de cette charte éditoriale, c'est-à-dire un calendrier. Alors là, c'est un exemple tout bête, tout classique de calendrier qu'on a créé avec Google Sheets, la version Excel de Google, où là, en fait, il y a une feuille pour chaque mois de publication sur les réseaux sociaux. On a une colonne avec le jour, une colonne avec la date, une colonne où on indique la thématique. Généralement, on essaie de valider en premier la thématique. Ensuite, on essaie de valider le texte décliné sur chacun des médias sociaux s'il y a une déclinaison, et différents prototypes de visuels. Pourquoi moi j'aime bien cet outil? Alors, pour être très honnête avec vous, moi j'utilise d'autres outils de social media management comme Agorapulse, Hootsuite qui me permettent de faire tout le calendrier, toute la validation et toute la gestion de projet et toute la gestion des réseaux sociaux à travers ces outils-là. Mais l'intérêt d'un Google Sheet, c'est que c'est très facile de communiquer avec des acteurs externes au projet. Par exemple, là, on voit que Audrey, une personne avec qui on a collaboré, a juste commenté une des cases et le texte en demandant, en apportant une précision sur cette case-là. Ce qui nous permet de très facilement communiquer et de corriger en live s'il y a besoin s'il y a des retours et des corrections à réaliser. Après, il y a d'autres outils super pratiques comme Trello. Trello, c'est vraiment pas mal adapté, je trouve, pour la publication sur les réseaux sociaux, parce que vous pouvez organiser votre travail par phase et par section, et en fait, à terme, avoir un calendrier récapitulatif avec des annotations, etc., qui ressemble à un calendrier de réseaux sociaux. Mais sinon, je vous recommande d'autres solutions à partir du moment où vous commencez à prendre un peu d'ampleur sur les réseaux sociaux et à avoir plusieurs comptes à gérer, notamment à l'agence. Vous vous doutez bien qu'on a beaucoup de comptes différents à gérer. Là, on utilise des solutions un petit peu plus techniques comme Agorapulse et au-dessus que je vous ai mentionné. Alors, dans cette réflexion de la ligne éditoriale, il est très important que vous arriviez à inclure toutes les parties prenantes du projet et de votre communication. Alors là, j'ai mis nos petites photos de marins, mais derrière, ça peut être le porteur de projet, ça peut être le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise, ça peut être le porteur de projet intra-entrepreneur, donc entrepreneur dans l'entreprise, ça peut être toute personne avec qui vous collaborez qui a une vraie vision du marché. Le mot vision est très important parce que c'est lui qui va dire ok, cette direction me convient, ou alors elle colle pas du tout avec le positionnement. Ensuite, le décisionnaire communication, parce que lui il va réussir à formuler les messages, peut-être à donner sa validation sur les messages, à les corriger, à apporter sa vraie vision stratégique sur la communication, ce qui n'est pas toujours le cas du porteur de projet, qui va plus être là sur la vision. Ensuite, la direction artistique, qui va être là pour réfléchir au fond et à la forme des contenus. Très important, alors la direction artistique, ça peut être toute personne qui influe sur justement la forme du contenu, ça peut être le graphiste, web designer. En tout cas, c'est très important dès cette étape du projet-là d'avoir son avis parce qu'il connaîtra les contraintes derrière et peut-être une meilleure manière d'exprimer les thématiques qui seront abordées dans la ligne éditoriale. Et ensuite, le chargé de communication, ça, c'est très important. Je vois beaucoup d'entreprises qui ont tendance à inclure juste la direction dans la ligne éditoriale. Et je pense que c'est une erreur, honnêtement. Pourquoi? Parce que à terme, c'est le chargé de communication qui va se charger de la production. Et à ce moment-là, c'est lui qui va être sur le front, qui va devoir gérer la publication, la création de contenu, etc. Donc, c'est important d'avoir son avis, d'avoir sa vision à lui opérationnelle, à lui ou à elle opérationnelle, de connaître les contraintes aussi. Peut-être que c'est cette personne qui va avoir l'expertise sur un outil, sur un support. Et ça, c'est très important de l'avoir avec soi au moment de la discussion, au moment du prototypage des contenus, parce que là, ça va se révéler avoir beaucoup de valeur. Et enfin, last but not least, et surtout très important, ce que je vous recommande, c'est un représentant des personas. Alors, qu'est-ce que c'est un persona? Un persona, c'est un segment cible
de votre audience. C'est un segment de votre audience qui représente votre audience. Ça peut être un personnage imaginaire qui représente un segment de votre audience. Donc, vous allez lui donner des caractéristiques, un prénom, un nom, un âge, des caractéristiques sociodémographiques, peut-être des critères qui permettront de bien le comprendre. Et ce que je vous recommande vraiment, c'est d'inclure vos potentielles audiences dans cette réflexion de ligne éditoriale. Alors, les inclure peut-être pas à l'origine de la réflexion, mais peut-être en bout de course pour faire valider ou pour invalider certaines idées. Il y a quelque chose que je reproche un petit peu aux marketeurs aujourd'hui, au monde du marketing, c'est que je le vois beaucoup, on prend beaucoup de décisions sans demander leur avis aux principaux intéressés. Et je trouve ça vraiment dommage parce que on va après dépenser beaucoup d'efforts dans la création de contenu, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de budget. Si derrière, ça n'intéresse pas votre communauté ou votre audience, ça n'a aucun intérêt d'en arriver là. Donc, n'hésitez pas à les inclure dans votre réflexion, dans vos process de validation. Ça peut vraiment valoir le coup. Ça peut même vous donner de l'inspiration. Voilà. Donc, n'hésitez pas à inclure vos potentielles audiences. Alors, un petit process que je vous recommande qui est très simple à suivre pour créer une ligne éditoriale et en arriver à ce fameux calendrier éditorial que je vous ai présenté sous forme d'Excel. Nous, chez Pilotine, on prône ce qu'on appelle le design thinking, la pensée design. C'est un gros mot pour dire qu'on essaie de concevoir des solutions qui respectent au maximum les attentes des consommateurs en termes de contenu ou alors utilisateurs en termes de solutions web, etc. Alors, pour en arriver à élaborer des solutions, quelles qu'elles soient, et notamment des lignes éditoriales qui ont de la valeur, on va d'abord avoir ce qu'on appelle une phase d'inspiration. Au cours de cette phase d'inspiration, on va se renseigner. On va essayer d'être innocent, de ne pas partir avec des constats et au contraire de les faire à l'issue de cette inspiration, d'aller explorer un peu le marché, ce qui se dit, ce qui se dit pas, que racontent les acteurs du marché, comment réagissent les audiences, est-ce qu'elles réagissent bien, est-ce qu'au contraire elles ne réagissent pas, comment réagissent les concurrents, que racontent les concurrents, quelle forme de contenu on peut trouver. Essayez de vous inspirer un maximum, de le reporter dans un document, dans un dossier, et également de voir comment réagissent vos différents personas. Une fois que vous avez effectué cette phase d'inspiration, vous allez pouvoir la synthétiser sous forme d'un document benchmark et sous forme de fiches persona. Généralement, on essaie de faire 2 à 3 personas, donc 2 à 3 segments cibles qui vous permettront de mieux orienter votre communication derrière. Ensuite, une fois qu'on a réalisé sa phase d'inspiration, qu'on a vraiment une vraie vision du marché, de ce qui se raconte et de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, qu'on a synthétisé tout ça et qu'on a une meilleure idée de sa cible, on va émettre une problématique et commencer à trouver des solutions à cette problématique. Dans cette phase d'idéation, on va essayer de trouver des idées. Une fois qu'on a trouvé les idées, on va essayer de prototyper ces idées, puis de les tester. Et ça, sous forme de ligne éditoriale et de process éditorial, ça se retrouve sous cette forme-là. En fait, l'inspiration, c'est la phase de benchmark. La synthèse, c'est le positionnement et les personas. Donc, face au marché et ce que j'ai trouvé, je décide de mon positionnement et je restitue mes personas. Ensuite, la phase d'idéation, c'est la ligne éditoriale. Comment je m'exprime, qu'est-ce que je raconte, comment je le raconte et comment je m'organise. Ensuite, le prototype qu'on voyait juste avant, c'est le calendrier de publication. Et enfin, on teste. Et qu'est-ce que c'est le test? C'est publier, tout simplement, et essayer de récolter des données, de savoir ce qui fonctionne via les statistiques, voir ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a même des outils qui permettent de le faire. Je pense notamment à Google Analytics pour les sites web, qui permettent extrêmement facilement de savoir quelle section du site fonctionne ou ne fonctionne pas, quelle catégorie de blog fonctionne ou ne fonctionne pas, par exemple avec Agorapulse ou Hootsuite, il est possible de savoir quelle thématique de publication a plu ou moins plu à votre audience. Et là, on va commencer à reprendre des décisions. Alors attention, c'est vrai que je l'ai noté sous forme linéaire, ce process-là, mais j'ai bien noté en dessous qu'il pouvait y avoir des itérations. Donc des itérations, c'est avancer par étapes et parfois revenir en arrière. C'est-à-dire que
si on décide dans le calendrier de publication et qu'on a de nouvelles idées et qu'on décide de réaliser un nouveau format de contenu, ben, on peut l'inscrire à nouveau dans la ligne éditoriale. Il va se retrouver à nouveau dans le calendrier de publication. On va le tester. S'il fonctionne, on le garde. S'il fonctionne, on ne garde pas. Peut-être que, bah, au cours de votre publication, vous découvrirez qu'une certaine partie d'audience que vous n'attendiez pas au rendez-vous se manifeste. Donc, peut-être qu'il y a une cible que vous n'attendiez pas qui va réagir à vos contenus. Et dans ce cas-là, vous allez inscrire ce nouveau persona vous allez réinscrire ce nouveau persona et en faire une fiche dédiée. Typiquement, avec les laboratoires Lodavi, c'est assez intéressant parce que à la base, le persona principal, c'est la mère d'un premier enfant. L'âge n'a aucune importance là-dedans. C'est vraiment la mère d'un premier enfant. Après, on s'est dit, bah, notre persona numéro 2, c'est le papa d'un premier enfant. Parce que lui aussi se soucie, se pose plein de questions, etc. Donc, on va pouvoir l'aider aussi. Et celui auquel on ne s'attendait pas, c'est la grand-mère, c'est la mamie, qui en fait, sur Facebook, etc., est ravie de partager des conseils de grand-mère aux jeunes mamans, jeunes papas, ou en tout cas aux parents d'un premier enfant. Et ben ça, on l'a inscrite parce qu'on voulait valoriser ce persona dans notre communication et commencer à échanger avec elle. Un petit partage d'expérience d'un projet qu'on est en train de conduire en ce moment. Les Gertrudes, en fait, ça symbolise bien tout ce que je viens de vous raconter. Après, on va conclure. Alors, les Gertrudes, c'est une entreprise constituée de 2 entrepreneuses paysagistes, en tout cas spécialisées dans l'aménagement d'espaces, donc de jardins et de terrasses en ville. Les Gertrudes, référence à Gertrude Jekyll, nous ont contactés et on collabore aujourd'hui pour structurer leur communication. Aujourd'hui, c'est un embryon de communication. Il y a un site web qu'on peut exploiter. Il y a un compte Instagram qui existe, mais avec très peu de publications. Et on s'est vraiment posé toutes les questions. Mercredi dernier, très exactement, on a fait une réunion ensemble avec ces 2 entrepreneuses. C'était très important pour moi d'avoir leurs 2 visions. Parfois, on n'a pas la même et au contraire, parfois, les 2 viennent se compléter. Avec Valentine, directrice artistique chez Pilotine, et moi-même, pour se mettre autour d'une table et réfléchir aux réseaux sociaux. Et alors là, on s'est posé la question, déjà, qui sont vos personas? Nous, à la base, bon, je vous avoue qu'on avait déjà un petit peu réfléchi, on s'est dit, on va sur Facebook, Instagram et site web. En fait, leurs personas, il y a 2 types de personas. Les retraités qui souhaitent aménager leur espace, mais qui ont peut-être moins possibilité de le faire parce que ça demande des efforts assez physiques. Dans ce cas, ils ont besoin d'un prestataire. Bon, alors eux, pour le coup, on s'est dit, bon, bah, Facebook et Instagram, on pourrait essayer, hein, mais autant pas dépenser notre énergie tout de suite dessus. Par contre, ce qui nous a intéressé, c'est qu'il y a un deuxième persona. C'est celui du couple trentenaire, 1 à 2 enfants, primo-acquérant, qui décide, après le confinement, d'aménager sa terrasse. Et ben là, on s'est posé la question, d'accord. Alors, déjà, qui êtes-vous? Quelles sont vos valeurs? Et quelles sont vos valeurs et qui êtes-vous? C'est pas facile, en fait, lorsqu'on est entrepreneur et qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser ces questions marketing, de les exprimer. Donc, on a déjà passé un bon moment à échanger là-dessus. Et en fait, moi, lorsqu'on échange là-dessus, je note tout. Parce que toutes ces informations, moi, derrière, ça va vraiment avoir de la valeur. De savoir que leur passion, c'est ça. Ce qui les anime dans leur métier, c'est ça. Ce qu'elles aiment faire tous les jours lorsqu'elles vont rencontrer leurs clients, c'est ça. Tout ça, moi, je vais pouvoir le réutiliser en tant que communicant dans la communication. Ce que je leur ai posé comme question aussi, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à votre disposition comme contenu? Est-ce que vous avez des photos? Oui, si vous en avez, dans ce cas-là, où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce que vous êtes prête à tourner des vidéos? Est-ce que vous avez des compétences en photographie? Pourquoi? Parce que derrière moi, ça va me permettre de savoir est-ce qu'elles sont prêtes à prendre des photos elles-mêmes ou est-ce que nous, il faut qu'on intervienne dessus? Est-ce qu'elles sont prêtes à rédiger ou alors est-ce que nous, il faut qu'on intervienne dessus? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va raconter? Et en fait, toute cette discussion, moi, m'a permis de savoir que je pouvais parler de leur projet, de quoi je pouvais parler à l'intérieur de leur projet, quelles plantes elles utilisent le plus, quels sont leurs process, comment est-ce qu'on conçoit un jardin, quelles questions on va se poser dans un aménagement d'espace, qu'est-ce que c'est le garden staging, par exemple. Et tout ça, en fait, ça me permet de mieux comprendre leur métier et ensuite d'en dégager des thématiques de publication.
Alors, les formats, on les a pas encore décidés. Pourquoi? Parce que là, c'était plus une grosse discussion, ça a duré 2 heures. Moi, ça me permet vraiment de comprendre quelle est leur personnalité, justement, et de pas choisir un positionnement qui n'aille pas du tout dans leur sens. J'avais déjà fait un petit benchmark. J'étais allé voir des entreprises qui réalisent, par exemple, il y a deux maraîchers, euh, deux associés qui ont une soixantaine d'années, qui réalisent des vidéos sur YouTube amateurs et qui ont 75 000 abonnés. Mais derrière, est-ce que ça les tentait de faire ça? C'est une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, on va sur du haut de gamme, très léché, etc. Dans ce cas, on fait venir un photographe spécialisé dans la photo de paysage, de plantes, etc. Ou est-ce qu'on prend des photos iPhone pour montrer juste la réalisation? Et peut-être que c'est ça qui intéresse les audiences aussi. Donc, c'est des vraies questions qu'on se pose. Et les formats de contenu, nous, avec Valentine, l'ADA, on va y réfléchir, on va créer des maquettes et on va leur proposer en leur demandant, voilà, est-ce que ça correspond à votre personnalité? Est-ce que ça correspond à votre entreprise? Est-ce que c'est juste? Et est-ce que ça vous va de partir là-dessus? Est-ce qu'on est prêt à partir là-dessus? Et ensuite, les rôles, c'est qui crée le contenu, qui crée les photos, est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est elle? Voilà. Est-ce que derrière on met en place un drive partagé pour se partager les photos? Est-ce qu'on fait des shootings ou des tournages de vidéos à l'agence? Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose et qu'on commence à définir ensemble. Alors, à l'abordage, les outils, en fait, je vous les ai mentionnés au fur et à mesure du webinar. Normalement, vous devriez avoir tous les éléments en votre pouvoir